Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur le Togo avec un dossier consacré au football togolais. Au programme également, l'Assemblée intérimaire du Burkina Faso a adopté le nouveau code électoral et en Afrique du Sud, la visite officielle du président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Alfred Django, bienvenue. Merci Fanny et puis bienvenue à mes très chères téléspectatrices. Et Jean-Marie Guitemeau, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'actualité du jour. Le Conseil national de transition du Burkina Faso a donc adopté le nouveau code électoral, un texte qui interdit aux partisans de l'ancien président Blaise Compaoré de se présenter au scrutin prévu en octobre prochain. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Les députés du Burkina Faso ont adopté un nouveau code électoral ce mardi. Un code qui disqualifie des anciens dignitaires du régime Compaoré aux élections présidentielles et législatives d'octobre 2015. Dans ce nouveau code, ne sont pas aussi éligibles jusqu'en 2016 tous les membres du dernier gouvernement du régime Compaoré déchu, ainsi que toute personne ayant publiquement soutenu la révision de l'article 37 de la Constitution. Notre peuple s'est exprimé les 30 et 31 octobre. Notre peuple continue à s'exprimer pour conduire notre pays vers la renaissance démocratique qui commencera à partir du 11 octobre. Le groupe parlementaire de l'ex-majorité composé des dignitaires de l'ancien régime, qui ne compte que 10 sièges sur 90 députés, a voté contre ce projet de loi. Toute sanction est normale, mais telle que formulée, la disposition renvoie déjà à l'exclusion de participation aux élections pour certaines catégories donc, de citoyens. Mais nous aurons souhaité purement et simplement qu'on laisse le peuple au nom duquel on parle, le peuple pour lequel on s'agite, nous aurons simplement souhaité qu'on laisse le peuple arbitrer. Outre ces nouvelles conditions, le nouveau code électoral intègre les candidatures indépendantes aux différentes élections. Le texte s'oppose également aux gadgets lors des campagnes électorales. Il faut noter que la caution pour la candidature à l'élection présidentielle s'élève désormais à 25 millions de francs CFA au lieu de 10 millions il y a encore quelques années. Alfred, que pensez-vous de ce code électoral qui exclut de fait les personnalités de l'ancien régime ? Fanny, moi, ça me laisse un peu perplexe, puisque le rôle d'une loi n'est pas d'exclure les citoyens de la vie publique. Certes, on peut comprendre pourquoi ce Parlement de transition choisit cette voie-là. Quand on pense à ce qui s'est passé au mois d'octobre de l'année dernière, évidemment, les membres du CNDP s'étaient autodisqualifiés, finalement, en voulant modifier la Constitution pour prolonger, permettre à Blaise Compaoré de se représenter. Je pense que c'était une erreur de leur part. Mais est-ce qu'à partir de cette erreur-là, il fallait les exclure du processus électoral futur? Je n'en suis pas si sûr. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon justement de souder la réconciliation et puis l'entente entre les Burkinabés. Jean-Marie, est-ce que cela fausse le jeu démocratique ? Je ne dirais pas que ça fausse le jeu démocratique parce qu'on a une situation qui est particulière. Par rapport à ce qu'Alfred vient de dire, la situation est particulière tout simplement. Pourquoi ? Dans la mesure où il y a eu le peuple qui s'est soulevé contre la modification de la Constitution dont il a parlé tout à l'heure. Et ensuite, il se produit une chose, c'est que le pouvoir populaire demande qu'on revienne en arrière beaucoup plus loin. C'est-à-dire, il demande aujourd'hui qu'on revoie le cas de Sankara, comment Sankara a-t-il été assassiné, qu'on revoie le cas de Norbert Zongo, dont, si vous voulez, de mon point de vue, tout ça rentre dans la même dynamique. La dynamique est la suivante, c'est que les gens qui ont fauté, comme à l'heure actuelle, on n'a pas eu de procès pour pouvoir condamner X, Y, Z. Donc, je pense que le gouvernement choisit la solution la plus qui puisse le mieux calmer la population burkinabé. Tout simplement pourquoi ? Parce que si on laisse ces gens-là aller aux élections, ça voudrait dire que le peuple va se dire, bon, écoutez, ce qu'on a fait, vous ne nous écoutez pas.
on insiste suffisamment sur ce plateau du poids de la volonté populaire dans nos deux démocraties naissantes en Afrique. Donc, de mon point de vue, ça ne me choque pas particulièrement. Si les exclus avaient été... Il n'y avait pas de soupçon qui planait sur eux. Bon, dans ces conditions-là, je ne vois pas pour quelle raison est-ce qu'on leur aurait enlevé leur droit des citoyens de pouvoir se présenter. Mais là, nous nous retrouvons dans une situation qui est un peu particulière. Alors Alfred, pourtant les discussions ont lieu dans un contexte très tendu. 8 personnes d'anciens cadres du régime Compaoré ont été interpellées bien avant l'adoption du texte. Est-ce que cela ne s'apparente pas finalement à une chasse aux sorcières ? Ça y ressemble un peu, mais en même temps, les autorités de la transition doivent apporter des gages aussi à la population. Et par rapport déjà aux victimes qu'il y a eu au moment du soulèvement contre la tentation de changement de la Constitution. Donc on peut à juste titre se dire il faut donner des signes, il faut donner des gages de bonne volonté et en même temps, évidemment, permettre à la justice d'aller jusqu'au bout. Du coup, ça peut donner cette impression de chasse aux sorcières. Mais le but final, ultime, c'est vraiment l'apaisement. Et donc, si on met bout à bout toutes ces choses-là, on voit la fragilité quand même du processus démocratique burkinabé aujourd'hui. Mais on espère effectivement que la sagesse et l'intégrité vont reprendre le pas sur la passion. Et sur cette tentation justement d'exclusion des uns et des autres, parce que finalement, au bout du compte, si on revient à la question initiale de savoir pourquoi on les exclut du processus, c'eût été plus démocratique de les chasser par les urnes. Par les urnes, on les laisse y aller, et si le peuple burkinabé n'était pas d'accord avec eux, et justement les sanctionner par le vote. Et donc pour enlever tout ce soupçon-là de manipulation de l'opinion ou justement de la constitution de transition. Merci messieurs. Dans l'actualité également, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est en Afrique du Sud. Sa première visite d'État depuis 21 ans dans ce pays. Mercredi, il y a critiqué la domination des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et appelé à une représentation du continent africain. Ibrahim Ndiaye. Le chef de l'État zimbabwéen est président en exercice de l'Union africaine en visite de travail de 2 jours en Afrique du Sud. Il a été reçu par le président sud-africain Jacob Zuma ce mercredi 8 et ce jeudi 9 avril. Maintenant, nous sommes nos propres maîtres. Nous avons le président Zuma ici et le président Mugabe au Zimbabwe. C'est pour ça que nous nous sommes battus. Les ressources de l'Afrique appartiennent à l'Afrique. D'autres peuvent venir aider comme amis ou alliés, mais plus comme colonisateurs ou oppresseurs ou comme des racistes. Au menu des discussions, plusieurs sujets, notamment les relations économiques entre les deux pays ou encore la situation sécuritaire sur le continent. Au niveau de la coopération entre les deux pays, je pense qu'il s'agit surtout d'intérêts économiques. L'économie zimbabwéenne a subi l'embargo et continue de subir un embargo international, même s'il est en train d'être levé par l'Union européenne sur un certain nombre de points, notamment les diamants. Néanmoins, on peut penser que le Zimbabwe est de plus en plus dépendant de l'économie sud-africaine. Donc je pense qu'il s'agit surtout de renforcer les relations économiques entre les deux pays, également de repenser peut-être la diplomatie au niveau de l'Afrique australe. On sait que l'Afrique du Sud est un pilier essentiel de l'Union africaine et que Mugabe est actuellement donc président de l'Union africaine. Le chef de l'État zimbabwéen a dénoncé la domination des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, plus particulièrement celle des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, des pays qui sont selon lui la source des divisions dans le monde et des maux dont souffre l'Afrique. Le président Robert Mugabe ne s'était pas rendu en Afrique du Sud depuis 21 ans. Et notre éditorialiste Malik Achar nous a rejoint. Bienvenue Malik. Merci Fanny. Malik, que pensez-vous de ce discours qu'a tenu le président du Zimbabwe en Afrique du Sud, encore une fois très critique envers les pays occidentaux? Oui, on connaît la verve de Robert Mugabe. Hein. C'est une antienne chez lui de procéder de la sorte et de vilipender un peu les Occidentaux. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut que les présidents africains voient la situation internationale telle qu'elle est aujourd'hui. Nous ne sommes plus au temps du tiers-monde. Nous ne sommes plus là où il y a l'affrontement des blocs, ou la prédominance des Occidentaux. Nous ne sommes plus dans ce monde-là. Alors oui, c'est bien de défendre les intérêts des Africains, des pays africains, et c'est ce qu'il prétend faire en faisant cela. Mais
aller frontalement contre les Occidentaux, avoir toujours cette action d'hostilité, je ne pense pas que ça fera évoluer les choses. Je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire. Maintenant, Robert Mugabe est une personnalité à part. Je pense, pour ma part, que ce poste de l'UA, en tant que président, pourra un peu sauver son bilan à la tête du Zimbabwe, même s'il n'est pas à l'abri des frasques, et on le voit encore aujourd'hui. Jean-Marie, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que c'est un discours dépassé, celui du président zimbabwéen? Nous pouvons juger, si vous voulez, Mugabe sur le plateau. Je ne suis pas d'accord avec Malik, tout simplement. Pourquoi? Parce que Mugabe, il ne faut pas oublier une chose, c'est quelqu'un qui a fait la guerre d'indépendance de son pays. Donc, partant de là, nous raisonnons à partir de la réalité d'aujourd'hui. Alors que Mugabe, il est sur une réalité qui peut nous sembler dépassée. Mais c'est quelqu'un qui, sur le fond de l'histoire, comment dirais-je, a des raisons qui font en sorte que, il faut quand même pas oublier, bon, on va pointer Mugabe du doigt aujourd'hui, il faut pas oublier, comment dirais-je, que l'apartheid est fini en Afrique du Sud en 1990, je suis désolé, c'est là où Mandela est sorti de prison. Donc, nous les Africains, comme Malik le disait tout à l'heure, il faut quand même pas aussi oublier l'histoire, notre histoire c'est la nôtre. Donc à partir de là, qu'on me dise que, bon, parce que Mugabe revient sur les choses. Il a combattu, si vous voulez, ce pouvoir-là pendant des années. Donc, moi, je veux dire, en Afrique, on dit toujours que la sagesse, si vous voulez, des anciens, c'est quelque chose d'important. Donc, Mugabe, sans être complètement d'accord avec lui, je ne peux pas occulter tout son discours à ce niveau-là. C'est un discours, si vous voulez, qui tient compte de l'histoire de la personne. Alfred, votre réaction? Moi, je dirais simplement ceci. Voilà deux chefs d'État qui sont décriés dans leur propre pays. Mugabe pour toutes les violences politiques qu'il a commis depuis plus de 20 ans maintenant vis-à-vis de ses congénères de la lutte de l'indépendance, justement, les Muzorewa et consorts, contre son propre peuple, contre l'opposition aujourd'hui et puis contre l'économie, justement, de son propre pays qu'il a plongé dans le marasme économique. De l'autre côté, on a un autre président qui est décrié pour ses frasques amoureuses, mais aussi budgétaires et tout cela, et où on voit qu'il y a un climat politique délétère chez lui. Donc Robert Mugabe, effectivement, nous l'avons souvent rappelé ici, c'est un historique. Il fait partie de l'histoire de l'Afrique, sauf que son logiciel date. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce type d'affrontement ou dans ce type de discours, puisqu'il y a de nouveaux partenaires qui ont émergé, qui ont remis l'Afrique en selle. Et puis les économies, le dynamisme des économies africaines ont fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le monde de la guerre froide de l'époque. Aujourd'hui, c'est un monde multipolaire où il y a plusieurs centres, il y a plusieurs partenaires qui sont là, la Chine, l'Inde, etc., qui, j'allais dire entre guillemets, qui provincialisent l'Europe. Donc c'est un discours qui est daté. Et je pense qu'il y a beaucoup de démagogie quand il va en Afrique du Sud, qui tient ce type de discours. Ben, on voit tout de suite qu'est-ce qu'il veut, mais en réalité, son problème, c'est que son économie, l'économie du Zimbabwe est par terre. Il voudrait avoir l'appui financier de l'Afrique du Sud. Il faut caresser dans le sens du poil. Et donc, on va tenir ce genre de discours démagogique. Malik, le président du Zimbabwe a également réaffirmé sa volonté de poursuivre sa politique d'indigénisation. Oui. Est-ce qu'il a tort de persister dans cette voie? Au vu des résultats qu'on a aujourd'hui, il a tort. Ça dépend de ce qu'il va nous proposer comme politique. Si c'est la même qu'il a effectuée pendant 20 ans, ça ne marchera pas. On peut indigéniser, même si j'aime pas trop ce terme, les terres, mais on le fait dans un processus pacifique. Ce n'est pas ce qui a été fait au Zimbabwe. Juste pour revenir 2 minutes, on a eu un désaccord avec Jean-Marie. Je partage tout à fait ce qu'a dit Jean-Marie sur le rôle de Mugabe dans l'histoire de son pays. Mais justement, c'est une tendance de ces présidents africains de tirer une légitimité sempiternelle, excusez-moi, comme si leur rôle dans l'histoire les blanchirait à jamais. Et je pense que c'est une faute que commettent beaucoup de dirigeants africains. Maintenant, cette politique-là que vous parlez d'indigénisation n'a pas donné les résultats escomptés. J'espère, parce que le Zimbabwe, qui était quand même un des pays greniers de l'Afrique centrale, c'était un exportateur de maïs notamment en Afrique centrale, l'un des premiers, et ben aujourd'hui il a des problèmes de sécurité alimentaire. Il fait même des demandes au PAM, au Programme alimentaire mondial. C'est quand même un comble pour les Zimbabwe qui avaient cette réussite-là au début des années 80. Donc j'espère que cette politique va être rectifiée si elle n'est pas la même qui a été faite pendant 20 ans. Merci messieurs. Nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.